On va aborder la question du financement. Donc c'est un sujet qui est assez débattu. Ouais, peut-être tu peux récupérer ça là. Du coup, ouais, la question du financement, elle a été abordée de façon assez diverse à travers les canaux de financement. On a eu beaucoup de discussions déjà sur le recours à l'impôt, le recours à la cotisation sociale, sur la valeur ajoutée, sur différentes assiettes. Il y a des sujets qui se posent déjà aujourd'hui au niveau local et en fait qui communiquent relativement peu avec ces questions de financement au niveau national. Et donc peut-être que c'est le but de cette discussion qui va être d'essayer d'aborder la question du financement non comme une question purement technocratique ou technique, mais aussi comme une question de levier politique, puisque en fait c'est aussi ça que représente la question du financement, et comme une question potentiellement destituante. On a parlé de la question du rapport à l'État juste précédemment. Peut-être que la suite, ça va être de réfléchir à quels sont les outils qu'on peut mettre en place dès maintenant pour destituer une partie du pouvoir de l'État et du capital, et essayer de réfléchir déjà à la question de la mise en place concrète dès aujourd'hui de quelque chose qui institue de nouveaux rapports sociaux de production, et en particulier sur la question agricole. Donc très rapidement, on va avoir Benjamin Coria qui va d'abord aborder la question sous l'angle des communs, puis on va avoir une présentation de Lou Collin sur son travail qu'elle a pu faire mandaté par la Gironde, enfin le département de la Gironde, sur la question de la caisse locale qui est déjà en place là-bas. Puis enfin Alexandre et Sylvain du réseau Salariat et du GT Financement qui vont nous parler des réflexions qui sont issues du réseau Salariat. Benjamin, à toi. Merci. Je ne vais pas intervenir directement, en tout cas, sur la question du financement par rapport au commun, parce que ça, c'est une question qui en résulte. Je veux essayer qu'on réfléchisse ensemble sur quel modèle socio-économique on veut pour les communs. Parce que le financement vient derrière. Le financement est une question éminemment politique. Le mode de financement détermine largement la gouvernance et donc le modèle lui-même. Alors, en plus, je voudrais qu'on fasse une distinction qui est le moment dans lequel on est dans la construction de la SSA, à partir des caisses, et donc ce que nous apprend le modèle des caisses par rapport à ce que pourrait être un modèle national vers lequel on tendrait. Donc la question qui se pose, c'est dans le modèle des caisses, qu'est-ce qu'il y a de précieux, qu'est-ce qu'il y a de fragile pour pouvoir les consolider. Et en particulier, je voudrais ici faire un peu une spécificité du modèle des caisses, donc du modèle de sécurité sociale alimentaire tel qu'il est en train de s'auto-instituer par rapport au modèle de la sécurité sociale de l'assurance maladie. Et là, j'ai le regret de dire que le déjà là, dans l'assurance maladie, c'est à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, par contre, poursuivre dans l'institutionnalisation des caisses telles qu'elles se développent maintenant me paraît être la bonne voie. Alors, j'entre sur le cœur du sujet. Quel est le point fragile des caisses? Le point fragile des caisses, évidemment, c'est le financement. Parce que pour le moment, on est sur une forme de contribution volontaire qui limite drastiquement la possibilité d'étendre le modèle. Pour le reste, on dépend de subventions publiques, privées, machin, etc., qui sont complètement aléatoires et qui, dans des situations de déficit public caractérisé, qui en plus refait tomber une grande partie du déficit sur les collectivités locales qui n'en sont pas responsables, évidemment, c'est extrêmement compliqué. Par contre, le modèle des caisses, il a deux vertus, en tout cas, il a quelques vertus absolument fondamentales et qui le distinguent radicalement du modèle de l'assurance maladie. Première vertu, c'est le conventionnement. Première vertu, c'est que c'est pas un modèle qui vient
c'est pas un modèle de remboursement. Je veux dire, l'assurance maladie, parce que ça c'est quand même très important, l'assurance maladie, elle vient compenser une dépense. Les caisses, l'assurance alimentaire, elle vient garantir un minimum d'accès. Ça, c'est une première différence fondamentale. L'idée de venir rembourser des dépenses peut être considérablement inflationniste et contribuer, par exemple, à la surconsommation médicale, qui n'est pas nécessairement la meilleure chose pour les soins. Ça, c'est une première différence qui est fondamentale. On est dans une logique de garantir un accès à des biens fondamentaux et pas de venir en remboursement de dépenses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et la plus importante peut-être, c'est le conventionnement. Pourquoi ? Parce que dans le cas du conventionnement des caisses, on a un instrument de modification de l'environnement, en particulier, bien sûr, de pousser vers l'agroécologie. Et donc, on garantit non seulement un accès, mais un accès à des produits différents, à des produits sains. Ça, c'est une différence absolument fondamentale. Rien de tel dans la sécurité sociale de ce qui concerne l'assurance maladie. Le remboursement partiel, il intervient sur des produits sur lesquels on n'intervient pas. On intervient sur un marché qui est un marché oligopolistique et un marché rentier, le marché de l'industrie pharmaceutique. Et on n'a aucun moyen de s'appuyer pour transformer ce marché, qui est un marché tout à fait catastrophique. On n'a pas le temps, mais je peux vous dire une chose, je connais ce marché, je l'ai beaucoup étudié, c'est un marché catastrophique. Bien. Et on l'alimente avec l'assurance maladie, comme elle fonctionne. On l'alimente, et souvent on l'alimente sous la domination de l'industrie pharmaceutique elle-même. Bon, alors après, pour le modèle de soins, je ne vous parle même pas de la T2A, qui est une catastrophe absolue, parce que ça va contre le soin. Pour ceux qui ne savent pas, hein, le remboursement à l'acte dans l'assurance maladie pour les services, c'est que les hôpitaux reçoivent un temps par acte. Et donc, ils ont une tendance, en tout cas l'administration pousse les médecins à choisir les actes les plus lucratifs et pas nécessairement les actes les plus indiqués. Donc, on a un modèle catastrophique, qui non seulement s'effondre, mais qui s'effondre en plus, comment dire, dans des conditions dans lesquelles l'attention aux malades a décru au cours du temps. Ce que permet la sécurité sociale alimentaire, c'est tout le contraire de ça. Parce que, au lieu d'avoir un modèle en marché qui alimente le marché dans ses travers, on a un modèle qui construit du hors marché. On a un modèle qui construit à travers le conventionnement des fixations de prix, des déterminations de nature de produits qui sont compatibles en plus avec les contraintes d'environnement de long terme. C'est en ce sens que les caisses alimentaires sont des communs. Les communs, ce sont des formes de partage de ressources et de distribution des ressources qui prennent soin de l'état de nature et de l'intérêt des générations futures. Donc, en ce sens, on disait tout à l'heure, on ne parle pas assez de services publics. C'est les services publics de demain. Les services publics anciens, c'était des espèces de compléments du Fordisme pour accroître, en tout cas, rendre moins catastrophique le bien-être des populations, mais ne se préoccuper absolument pas d'environnement et de générations futures. Les communs, en tant qu'ils sont un arbitrage entre accès et préservation des ressources, sont les entités de demain, sont les entités du service public de demain. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de service public demain, je dis qu'ils seront complètement différents, parce qu'ils devront intégrer cette dimension-là. Bon, et troisième nouveauté, après j'en ai fini, oui, c'est un beau lapsus, les caisses alimentaires apportent une chose absolument formidable, qui est la gouvernance citoyenne.
Et c'est la gouvernance citoyenne qui permet tout le reste. C'est elle qui permet le conventionnement, c'est elle qui permet d'agir sur le marché, c'est elle qui permet l'équité, c'est elle qui permet l'élargissement de l'accès dans des conditions d'équité. Bref, rien de tel dans la sécurité sociale, déjà là, si j'ose dire, parce qu'on est au contraire dans une situation dans laquelle les caisses sont entre les mains de la puissance publique qui modifie les conditions d'accès, de remboursement à leur gré. Bon là, je veux dire, on l'a échappé belle, mais on l'a échappé pour partie. Mais il y avait une augmentation, un abaissement des remboursements par médicament, des frais de journée à l'hôpital. Bon, et voilà. Alors on y a échappé cette fois, mais on l'aura la prochaine fois. C'est ça qui est impossible avec les caisses. Donc, j'en ai fini. Moi, je veux bien qu'on parle de financement. Je veux bien qu'on parle d'une loi. À mon avis, c'est une erreur fondamentale de parler d'une loi aujourd'hui. Compte tenu de l'état des rapports de force, une loi de sécurité alimentaire sera vaguement calquée sur les lois d'assurance maladie qui sont désastreuses aujourd'hui, désastreuses. Elles doivent être complètement revues. Donc, comment dire, la question qui me paraît essentielle, c'est quel modèle on veut et comment on le finance. Alors, pour le financer, c'est sûr qu'il va falloir mélanger à la fois, et je rends hommage au travail qui a été fait et dont on va nous parler, à la fois la cotisation et le prélèvement, l'impôt, pour parler vite, mais il est indispensable, en tout cas à mon sens, que la cotisation soit présente, que la contribution citoyenne soit présente, parce que ce n'est que si on a la contribution citoyenne, qu'on pourra revendiquer la gouvernance citoyenne. Donc les questions de financement sont des questions éminemment politiques. Et comment dire, la force des caisses, en tant que communs, oui, pour la plupart d'entre elles, ce sont des communs, c'est justement que, appuyées sur la contribution citoyenne, elles peuvent agir, casser les marchés, fabriquer du hors-marché, faire de la transformation sociale et construire l'avenir. Voilà, j'ai fini. Avec les caisses, on a la possibilité de construire les services publics de demain. Mais il faut surtout pas essayer de faire une loi maintenant. Parce que ça, c'est la mort des caisses et c'est la mort de notre espoir. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci pour cette belle introduction. Donc, mon travail, il part de l'expérience de la caisse de SSA de Gironde. Donc, c'est le département de la Gironde qui m'a employée en tant qu'économiste pour essayer d'imaginer, à partir de l'expérimentation girondine et de son système d'allocation, un modèle budgétaire qu'on pourrait voir à l'échelle nationale de la SSA en calculant une dotation de la SSA à l'échelle nationale, les dépenses que serait une caisse de SSA à l'échelle nationale et aussi les coûts évités d'avoir un système agricole plus vertueux que celui qu'on a aujourd'hui. Et donc, on s'est basé sur le système d'allocation de l'expérimentation girondine qui est de 150 MONA, qui est la monnaie alternative, pour un ménage d'une personne, plus 75 € par personne supplémentaire dans le foyer. Et donc, on a multiplié cette allocation qui est utilisée dans cette caisse par le nombre de personnes dans les ménages en France. Et on trouve 87 milliards d'euros par an. Et à ça, on est allé regarder, on a essayé d'imaginer des coûts de gestion, de combien ça coûterait de gérer une caisse SSA. Alors bien sûr, c'est toujours hypothétique puisqu'elle n'existe pas, mais on s'est basé sur l'existant. Donc on a regardé un petit peu comment fonctionnait la CNAV et la CNAM, alors que bien sûr, on est conscient que c'est très perfectible et que ça ne sera pas la même chose une caisse SSA qu'une CNAV, mais il y a déjà une masse salariale et des temps d'animation qui sont compris dans ces caisses-là. Et on a fait des scénarios, en fait, basés sur comment est gérée la CNAM, la CNAV, le régime des retraites. Et quand on met tout ça bout à bout, donc les 87 milliards de dotation, plus les coûts de gestion, on arrive à une fourchette d'environ 94 milliards d'euros par an. Et donc, ces 94 milliards, ils représentent 47% de la consommation alimentaire des ménages en France, hors boissons alcoolisées, qui ne sont pas présents dans les expé SSA. Donc, en fait, ça voudrait dire qu'il y aurait 47% de la demande alimentaire qui irait vers un système de SSA conventionné et il resterait 53%
qui seraient encore hors système SSA conventionné, donc la grande distribution, etc. Donc ça serait un vrai double système. Et après, on a regardé les scénarios de cotisation. Et alors là, tout reste à imaginer, on en débattra avec mes collègues de Réseau Salariat. Nous, on a regardé un scénario de cotisation uniquement salarial. Donc, c'était un taux prélevé sur salaire brut, un taux unique. Après, on peut faire des taux dégressifs et progressifs, mais on a fait avec les données publiques qu'on avait, qui ne sont des données sensibles, dont tout n'est pas accessible. Et on a fait un scénario de cotisation patronale et salariale. Et on nous a demandé, et là j'insiste bien, que c'était une demande politique de certains partis de gauche, d'imaginer des scénarios avec un mix de cotisations et un mix d'impôts. Et on est bien conscient que c'est pas ce que défend le collectif national de la SSA, mais voilà, c'est une demande politique qui nous a été faite. Et ces impôts, on est allé les chercher sur le patrimoine et l'héritage, puisque en France, maintenant la concentration des richesses n'est pas par le travail, mais est sur le patrimoine. Et l'héritage, qui est d'ailleurs très mal taxé en France. Et donc, on est allé chercher à droite, à gauche, des impôts qui pourraient être levés potentiellement sur la SSA. Et je finirai juste sur un dernier pan, qu'on a regardé les coûts évités d'avoir un système agricole plus vertueux. Et là-dessus, il y a le BASIC, qui est un bureau d'études qui a fait déjà une première estimation et qui est vraiment sous-estimé, puisqu'en fait, ils n'ont comptabilisé que ce que prend en compte le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement paye pour compenser pour les impacts négatifs du système alimentaire français aujourd'hui? Eux, ils trouvent 19 milliards, en fait c'est beaucoup plus, mais l'État, en tout cas aujourd'hui, tous les ans, débourse à minima, si on est très rigoureux, 19 milliards en coûts de sanitaires, coûts sociaux, coûts environnementaux, la dépollution des eaux, les maladies des consommateurs, les cancers, les diabètes, etc., liés au système alimentaire qu'on a aujourd'hui. Et donc évidemment, on peut imaginer tous les coûts qui seraient aussi évités si on avait une caisse SSA à l'échelle nationale. Et une dernière chose qui me vient à l'esprit, et je passe la parole après, c'est que moi, ça me paraît primordial d'avoir un scénario où il y a de l'investissement, puisque évidemment, aujourd'hui, on n'a pas 47% de la demande alimentaire en France qui répondrait aux critères de conventionnement de la SSA. Dans la plupart des expés, on parle de localité des produits, on parle de conversion à l'agriculture biologique ou au moins des pratiques agricoles durables. Et donc, du coup, ça demande une vraie transformation, de la même manière qu'en 46, on a investi dans l'infrastructure, dans les hôpitaux, dans les CHU. Il faudrait investir, en fait, et aider les agriculteurs, les paysans à faire une conversion vers les critères de conventionnement que seraient demandés dans ce système. Merci, je passe la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je viens ici parler au nom de Réseau Salariat, qui, je vous le rappelle, est une association d'éducation populaire. Donc on ne va pas rentrer dans des grands domaines économiques. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment financer la SSA au niveau national. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du collectif, on a posé 3 piliers sur lesquels on était d'accord au départ. 3 piliers qui disaient que, d'une part, la SSA devrait être financée par la cotisation, qu'elle devait être indépendante de l'exécutif, disent de l'État, mais indépendante. Donc on parle ici de souveraineté sur ce qu'on met en place. Et j'ai perdu. Et l'universalité du droit, évidemment. C'est là-dessus ce qui est important de penser, c'est que l'universalité du droit, c'est le fait que la SSA va offrir un droit à tous, sans aucune distinction, ni d'âge, ni du fait d'être cotisant, rien du tout. Cette universalité-là, on peut la retrouver dans la maxime de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Là, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à ce que veut dire chacun, ce que veut dire moyen. Le chacun qui reçoit, on sait tous qui c'est tout le monde. Et dans les expérimentations SSA, souvent les gens se disent on va cotiser et selon nos moyens.
Donc là, le chacun, c'est tout le monde. Et les moyens, c'est l'argent dont on dispose. Et donc on met en place un système de cotisation où chacun met à la poche et on veut que les gens qui ont le moins puissent quand même participer par dignité. Je pense qu'il y a une autre manière de comprendre cette maxime. Je pense même, d'ailleurs, je suis même sûr qu'en 1946, Bernard Laroque ne la voyait pas comme ça. Il y a une autre version où le chacun est plutôt collectif et où les moyens, c'est plutôt l'ensemble de la valeur qui est produite dans l'ensemble du pays. Et à ce moment-là, on commence à réfléchir à une autre manière de présenter cette maxime où il n'y a plus de cotisation. Dans les différents scénarios de financement, on va parler d'abord de cotisation salariale. Dans une cotisation salariale, eh bien, ce sont les salariés qui cotisent. On se dit, tiens, est-ce qu'on va financer un droit universel à partir d'un financement qui pèserait que sur les salariés? Évidemment, non. On essaye ensuite d'élargir. Alors on se dit, tiens, si on utilisait les cotisations patronales. C'est ce que, en 1946, c'était l'idée. On se dit, la cotisation patronale, c'est bien parce que c'est l'entreprise qui paye. C'est donc elle qui crée la valeur au niveau national. L'entreprise donc participerait au financement. C'était logique, on va dire, de ce point de vue-là, sauf que avec le temps, on s'est rendu compte que peu importe comment variait la cotisation patronale, elle finissait toujours par peser sur le salaire net. Et quelque part, l'idée n'est peut-être pas si intéressante que ça. C'est pour ça qu'on voit très souvent l'envie de étendre et faire en sorte que cette cotisation soit universelle en passant par l'impôt. Parce qu'on se dit, si on passe par l'impôt, alors on a la main dessus, on peut faire payer on peut faire participer les retraités, on peut faire participer les rentiers. On commence à financer la sécurité sociale avec de la CSG, avec de la TVA sociale. Mais là, on sort de l'idée des caisses. On sort d'un financement qui soit dépendant de l'État. Chaque année, c'est la bagarre, on doit mettre en place un PLFSS. Qui décide à ce moment-là? Est-ce que c'est nous, en étant souverains, qui décidons? Je vous rappelle que la souveraineté, on l'exprime au travers de nos représentants. Nos représentants, une fois qu'ils sont face au 49.3, ils n'ont plus beaucoup de pouvoir. Donc le PLFSS, l'arbitrage, pas très souverain. En 1997, un monsieur qui s'appelle Jean-François Chadela a proposé, a participé à un débat. À cette époque, on se posait la même question qu'aujourd'hui. On se disait comment est-ce qu'on finance un droit universel? Et à cette époque, on parlait de la CMU qui est devenue la PUMA. Et donc on avait là cette fois-ci atteint vraiment l'objectif de 1946, c'est une universalité du droit complète. Et donc lui a proposé de mettre en place une cotisation sociale qui soit assise sur la valeur ajoutée. L'idée, c'était de socialiser une part de la valeur avant qu'elle soit partagée entre le travail et le capital, ou comme on dit, entre la part salariale et le BE. C'est à mon avis une piste qui est intéressante parce que socialiser avant le partage, ça veut aussi dire qu'on est souverain sur la valeur ajoutée. Être souverain sur la valeur ajoutée, pour l'instant, il n'y a que l'État qui est capable de faire ça, et l'État le fait. Aujourd'hui, il existe des impôts qui sont prélevés avant la valeur ajoutée, et la question, elle est souvent posée. On se dit, tiens, comment on fait pour attraper tous ces gens qui essayent d'échapper à la solidarité? Et l'idée, c'est d'aller calculer tout ça sur le chiffre d'affaires, sur le BE. Je pense notamment à la C3S ou à la CVAE. Et on entend souvent parler, en ce moment, on entend beaucoup parler de la CVAE, parce que des gens veulent la supprimer. Et la CVAE, cet acronyme veut dire cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est très proche de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de la proposition de Chadela en 97. Et c'est pas un hasard. En 97, puis en 2006, les débats se sont prolongés là-dessus. On a dit la cotisation sur la valeur ajoutée, on ne peut pas la mettre en place parce que, on va dire, techniquement, ça ne va pas
collé avec les accords européens. Et 2 ans plus tard est sorti un impôt qui fonctionne exactement sur la même assiette et qui apparemment est tout à fait acceptable. Et donc j'avais envie aujourd'hui de partager ça avec vous et de vous dire que la cotisation sur la valeur ajoutée a une histoire qui est en fait l'objet de débats depuis 1990, peut-être même avant, et qui est très documentée, qui a fait l'objet de beaucoup de recherches et qui pourrait être une piste pour justement financer la sécurité sociale de l'alimentation et peut-être de garder la souveraineté sur ces caisses et sur le financement. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup Sylvain pour avoir développé en fait nous comment effectivement on soutient le financement par la cotisation sur la valeur ajoutée. Mais la question que du coup moi j'ai développée, c'est mais pour financer quoi? Parce qu'effectivement par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, Benjamin, en introduction de la sécurité sociale de la santé, il a évoqué effectivement la sécurité sociale de la santé actuelle. Et nous, du coup, on propose effectivement une sécurité sociale de l'alimentation, mais avec d'autres principes et qui pose effectivement, alors, avant le financement, c'est par la cotisation de la valeur ajoutée, mais je rappelle que dans l'alimentation, c'est toute la filière, donc c'est aussi comment les producteurs sont également financés. Alors, pour nous, le principe, alors je rappelle un petit principe aussi au niveau, et ça sera important au niveau du capitalisme pour la suite au niveau de la fixation du prix et la manière dont on voit les échanges. Alors, le principe de fonctionnement du capitaliste, il rapporte toute marchandise à l'équivalent universel qui est la monnaie. Donc, effectivement, dans les expérimentations locales, il y a beaucoup de principes de la monnaie, l'euro. Par quoi la loi de la valeur permet de comparer quantitativement toutes les marchandises entre elles. C'est ce qu'on appelle du coup la valeur d'échange, en faisant abstraction totalement de la valeur d'usage qualitative de chacune. Le régime général de la sécurité sociale, du moins avant que la production de soins, alors comme l'a évoqué Benjamin tout à l'heure, ne soit considérée comme une marchandise, on va de plus en plus vers on va dire une sorte de privatisation, faisait de la valeur d'usage l'objectif principal de sa production. À tel point que je vous rappelle qu'il était devenu un exemple mondial de prestation des soins de par son accès, sa qualité et ses innovations, le tout sans passer par le crédit et le marché des capitaux, ce que font effectivement maintenant les hôpitaux. C'est sous donc ce principe cardinal que nous proposons nous de revenir et d'étendre la production de l'alimentation sous le régime général. Alors on en profite d'ailleurs que quand on évoque ici le mode de production de la SSA, on l'entend donc, comme je le rappelais, à l'ensemble de la filière, mais également, donc de même par producteurisme, par l'ensemble, donc ça sera par la suite, quand je veux dire producteurisme, on entend également donc les exploitants agricoles, mais pas seulement, c'est l'ensemble des personnes qui participent au mode de production, donc tous les travailleurs et travailleuses, mais aussi toutes les personnes qui vont participer aux caisses de sécurité sociale de l'alimentation. Donc alors, mais c'est quoi les principes de ce mode de production qu'on va vous proposer? Alors, premier principe, un statut politique de citoyen producteur composé d'un ensemble de 3 droits fondamentaux attribués aux citoyens. Donc, c'est des statuts que vous connaissez. Le droit à la qualification personnelle et non le salaire à la tâche ou attaché au poste. Donc ça, on va dire que l'exemple le plus connu de la qualification attachée à la personne, c'est le fonctionnariat. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut faire tout le monde en fonctionnariat. Nous en profitons d'ailleurs pour tirer les leçons de l'expérience du conventionnement des indépendants de la santé et par rapport, donc on évoque bien sûr la médecine libérale et nous on propose que du coup on supprime ce système parce que du coup c'est une rémunération à la tâche, ce contre quoi on est opposé. Le droit de copropriété d'usage des moyens de production et non la propriété d'usage exclusive d'un propriétaire lucratif. Le droit de décider dans toutes les instances économiques et non être réduit à sa seule force de travail et travailleuse subordonnée à l'employeur sur le marché du travail ou pour les indépendants soumis à la concurrence faussée du marché des biens et des services. Donc ce statut et l'extension de la citoyenneté au champ de la production et de l'économie, en fait, on considère que c'est un enrichissement de la citoyenneté. Il doit, selon nous, s'inscrire dans la Constitution comme le financement par la cotisation sur la valeur ajoutée. Deuxième principe. La condition du financement, c'est la cotisation sociale sur la valeur ajoutée, c'est ce qu'on vient d'évoquer, qui finance salaire, investissement,
dans les moyens de production, le budget de fonctionnement et les consommations intermédiaires. Troisième principe, la condition de la production, ce sont les salaires et non le capital privé et l'endettement. Alors ces deux derniers principes que j'ai évoqués constituent pour nous le passage du cycle profit-crédit au cycle cotisation-subvention. Donc ça on le connaît avec la Sécurité sociale de la santé. Quatrième principe, la valeur cardinale de la production, c'est la valeur d'usage qualitative des biens et services et non sa valeur économique. Donc ça veut dire son prix et ce que ça rapporte. Cinquième principe, seul le travail crée de la valeur et non la propriété privée lucrative des moyens de production. C'est nous qui sommes créateurs de valeur. Donc, du coup, je synthétise, les producteuristes de la filière dans la sécurité sociale de l'alimentation auraient la propriété d'usage, donc ce qu'on appelle l'usus, du foncier, du bâti et des moyens de production. Les caisses d'alimentation, structures démocratiques non étatiques, en auraient la propriété patrimoniale, c'est-à-dire qu'on appelle l'abusus. Et pour finir, les citoyens et les citoyennes tireraient le fruit de ces deux formes de propriété collective au travers du droit de tirage sur toutes les productions de la filière. Le fructus de la propriété privée, capitaliste et lucrative disparaît. Mais du coup, j'ai évoqué le droit de tirage. Mais qu'est-ce que c'est un droit de tirage? Donc, nous venons d'abord de définir le mode de production, donc avant la distribution. Maintenant, on va évoquer la distribution. Il ne reste plus qu'à donc à distribuer cette production, répartition que nous voulons universelle et égalitaire. Il ne s'agit pas de créer une SSA pour les pauvres, à l'image de l'aide alimentaire capitaliste, mais de subvertir un secteur de l'économie pour le sortir du capitalisme. C'est ici que nous proposons d'instituer une monnaie, mais que nous intitulons la SAVI. Nous ne pouvons pas la créer pour verser les salaires et payer les moyens de production, ça c'est en euros. Mais nous le pouvons pour répartir la production correspondante au droit de tirage individuel. Donc ça c'est au sein de la production SSA. À supposer que nous soyons par exemple 70 millions d'ayants droit et que chaque ayant droit perçoive 100 SAVI. Nous créons 7 milliards de SAVI et les distribuons sur nos cartes vitales, comme vous le connaissez tous et toutes. L'enjeu est ici de ne pas fournir aux ayants droit un tirage constitué de produits identiques, mais de leur laisser le choix dans la limite de 100 SAVI. C'est alors la dernière phase du cycle. Nous dépensons nos 7 milliards de SAVI, ce qui correspond à leur destruction. Donc ça, c'est tous les mois, et un nouveau cycle peut commencer. Il y a donc deux monnaies, vous l'avez entendu, l'euro du côté de la production et la SAVI du côté de la distribution. Alors, autre élément important à souligner ici, il y a deux formes de salaire à vie dans cette proposition. La première est celle des producteuristes des structures conventionnées, financement d'un salaire complet en euros par la cotisation. La seconde est celle de tous les citoyens et toutes les citoyennes, versement d'un salaire partiel en SAVI, ce qu'on appelle de la monnaie fléchée, par création monétaire. En effet, le droit de tirage individuel est mensuel et dure toute sa vie. C'est du salaire augmenté d'un enrichissement de la citoyenneté, car nous devenons majeurs sur la production. Ce sont les bénéficiaires qui décident de la production au sein des caisses. Alors un droit de tirage, ok, mais comment répartir au titre, et ça c'est la dernière partie, au titre de ce droit de tirage, la part de chaque production? En fait, c'est très connu, c'est ce qu'on appelle, nous, un prix. Enfin, vous connaissez, c'est le principe du prix pour chaque production. Mais un prix qui n'est pas basé sur la valeur d'échange, c'est-à-dire qu'il n'est pas issu d'un rapport de force sur un marché faussement concurrentiel où ce sont les détenteurs de capitaux qui font la loi, ou dont le seul objectif est d'enrichir des propriétés privées lucratives en exploitant les producteurs. Mais un prix qui est issu d'une décision démocratique de la production, où la valeur cardinale est l'usage et ne subsiste que du travail et sans exploitation. Pour cela, donc exploitation des travailleurs, bien sûr. Pour cela, l'ensemble des transferts des biens et services de la production alimentaire sera pris en compte en heures de travail. Leur prix en SAVI correspondra aux heures de travail nécessaires à la production. Il sera calculé à l'aide d'un coefficient général adapté à la SSA qui sera appliqué aux heures de travail incorporées à chaque bien ou service ou marchandise distribuée. Le coefficient général des prix SSA, en fait, c'est simplement le résultat du facteur qui est issu du nombre de SAVI créés sur la somme des heures de travail incorporées dans la production SSA. Alors toutefois, des aménagements de cette modalité de fixation des prix en SAVI pourraient être mis en place par les caisses locales d'alimentation pour les adapter aux contraintes matérielles
local de répartition de la production. En fait, c'est un principe de base, mais ensuite on peut effectivement jouer dessus. En conséquence, aucun euro ne passe dans les unités de production affiliées au régime, mais seulement des heures de travail et des SAVI. Créer un DGLA comptable et monétaire permettrait de l'étendre à d'autres secteurs de la production, énergie, logement, transport, culture. Tous ces champs de production pourraient donc fonctionner comme sécurité sociale sectorielle, tout en partageant la SAVI et le suivi comptable par le temps de travail. L'enjeu serait bien sûr de supplanter l'euro. Ainsi, nous aurions pleinement institué la SAVI, exclusivement salariale au moment de sa création, exclusivement distributive au moment de sa destruction. Est-ce qu'on peut finir? Ouais, je finis. Voilà. C'est bon? Ah bah super, merci. Comment? Ah bah pardon, oui, je suis Alexandre, du coup on est tous les deux de Réseau Salariat. Et je fais partie du groupe thématique éco et puis également du groupe thématique sécurité sociale et alimentation. Donc on va ouvrir les questions à la salle. Donc on va prendre aussi, comme la séance précédente, des salves de 3 questions. Ok. Thierry Copernic, SSA Alsace. Ma question va s'adresser surtout au Réseau Salariat, parce que pour moi, il y a une grosse faille dans le Réseau Salariat. À savoir, vous prenez les personnes handicapées, oui, je suis désolé de revenir dessus, mais celles qui sont employées dans les ESAT ne reçoivent pas de salaire, mais une contribution qui est une espèce de complément d'allocation aux adultes handicapés. Ceux-là vont se sentir exclus parce qu'ils ne touchent pas de salaire et donc ils ne font pas de cotisation sociale. Et oui, comment vous vous aménagez avec ça? Comment vous aménagez vous aussi par rapport aux personnes handicapées qui reçoivent l'allocation aux adultes handicapés parce qu'ils sont reconnus inaptes au travail? Comment voulez-vous qu'ils cotisent sur un salaire qu'ils n'ont pas? Merci. Moi, merci pour les interventions, mais il y a eu plein d'éléments et je trouve que ça manquait un peu d'ordonnancement. Je pense qu'on peut peut-être déjà commencer par reposer la question de ce que c'est que le financement. Financer quelque chose, c'est se donner les moyens de faire quelque chose. La ressource qu'on a in fine, c'est pas des euros. Je pense qu'il va falloir qu'on pose la question de comment on rend à César ce qui appartient à César. On va pas utiliser des euros, mais par contre, la ressource que l'on a, c'est du temps disponible. Comment est-ce qu'on se fait confiance entre nous pour accepter d'aller passer du temps à faire telle activité, parce qu'on a confiance dans le fait que collectivement, ça va nous permettre de subvenir à nos besoins. Et c'est ça, je pense, la question principale du financement de la sécurité sociale de l'alimentation. Comment on constitue suffisamment de confiance entre nous pour pouvoir nous émanciper à terme de la monnaie centrale. Tout à l'heure, il y a eu le chiffre de à peu près ces 96 milliards d'euros qui ont été estimés pour le financement de la sécurité 94 au niveau national. Un autre chiffre à peu près du même ordre de grandeur, 96 milliards d'euros en 2024, c'est le montant des dividendes du CAC 40. Voilà, c'est une autre idée de où est-ce que ça pourrait aller être chercher l'argent. Mais ceci dit, voilà, le mécanisme de création monétaire a commencé à être évoqué. Moi, j'alerterais sur un point là-dessus quand même. Si on crée de la monnaie pour du fonctionnement, on va tout de suite faire des politiques turbo-inflationnistes à tout va. On peut faire pour de l'investissement, ça pourquoi pas, mais pour du fonctionnement, ça me semble un peu difficile. Et puis également, un autre truc que je critiquerais dans la proposition de Réseau Salariat, c'est quoi cette monnaie centrale ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait la spécificité des expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation, ce qui me semble être, moi, un des aspects les plus révolutionnaires, c'est justement d'avoir des monnaies locales complémentaires qui sont dans chaque région différente et qui permettent de donner une autonomie à terme biorégionale dans les différents bassins versants et les différents bassins de vie. Pourquoi est-ce qu'on veut tout de suite recentraliser directement avec une seule monnaie qui décide de tout ? Troisième critique, autre critique que j'apporterai par rapport à ça, c'est sur quoi on assoit la cotisation. La cotisation, elle est basée sur un calcul à chaque fois. Et ça, c'est une assiette comptable. Et on peut pas... il faut qu'on réussisse à sortir de ces modes de calcul qui découlent du capitalisme. La comptabilité dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une comptabilité qui est capitaliste. Elle est apparue au XIVe siècle, elle est profondément reliée au mode d'organisation capitaliste, parce que ce qui fonde l'organisation sociale, c'est pas tant la monnaie, mais c'est surtout la comptabilité, parce que c'est les informations qu'on considère comme importantes et autour de quoi on s'organise. Et si on veut du coup s'organiser autour des communs,
eh ben, il va falloir qu'on mette en place une comptabilité centrée sur les communs et pas centrée autour de l'argent. Et le dernier point que j'évoquerai, c'est là la question, en fait, peut-être replacer un peu la question qui devrait nous animer aujourd'hui dans cette table ronde, c'est que la table ronde précédente, la question était posée clairement, comment faire démocratie sans l'État ? La question du financement de la sécurité sociale de l'alimentation, ça devrait être la question de comment on fait démocratie sans les banques. Voilà. Alors, moi, j'ai une question de simple citoyen. Je m'appelle Vincent Peter. Sur la taxation de la valeur ajoutée, alors c'est une question un peu béotienne, mais comment on fait pour taxer la valeur ajoutée dans une économie qui, par exemple, serait à croissance nulle ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien de dépendance de la valeur ajoutée et de la croissance définie comme elle l'est aujourd'hui ? Ok, peut-être les camarades de Réseau Salariat, vous commencez par répondre. Oui, je ne vais pas répondre à tout. Beaucoup de... J'ai oublié le nom du monsieur qui est intervenu en premier. Excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Vous posiez la question de la cotisation des personnes qui perçoivent une allocation. Cette réponse, bon, on vous la donne par l'impôt. C'est ce que je disais tout à l'heure, de chacun selon ses moyens. Tout dépend de qui est chacun et quels sont les moyens. Donc effectivement, on a trouvé des réponses à ça. On a dit, ben, vous cotiserez selon vos moyens, et ben, vous donnerez une cotisation symbolique. Quand on parle de cotisation sociale sur la valeur ajoutée, on ne parle pas de la même chose. On ne cherche pas à ce que vous mettiez la main à la poche. On vous reconnaît directement comme producteur de valeur. Pendant un moment, le fait que chez Réseau Salariat, on décrète que qu'on soit tous producteurs de valeur, que ce soit un droit politique, ça faisait un petit peu grincer des dents. Aujourd'hui, en 2025, si je prends l'exemple de Google, et c'est juste un exemple parmi les autres, il me semble que vous, monsieur, vous êtes producteur de valeur. Et vous, madame, aussi, avec votre téléphone, c'est vous qui créez toutes les données qui servent à produire la valeur ajoutée. Donc à ce moment-là, on voit bien que c'est complètement décorrélé du salariat. C'est juste une manière de voir les choses. Et ce qu'il faut voir aussi autour de ça, c'est qu'il y a une question de souveraineté. La valeur ajoutée, elle est créée au sein d'un État, à l'intérieur de nos frontières. Si l'État est souverain sur la valeur, alors vous êtes souverain sur cette valeur, vous n'avez pas besoin de cotiser. J'ai répondu à votre question, monsieur? Ou pas? Ouais. J'accélère. La question, juste là sur le côté, par rapport à la croissance, la cotisation sur la valeur ajoutée n'est pas une cotisation sur la croissance. C'est juste la différence entre le prix de vente et les charges intermédiaires, quoi. Donc la croissance, non, c'est juste une manière de prendre une part du partage qui est fait d'habitude. Hein. D'habitude, l'ensemble, on voit ça comme le PIB, mais il y a une part qui va au salaire, ça inclut les cotisations sociales et les salaires nets. Et de l'autre côté, c'est l'excédent brut d'exploitation, ça va être bien sûr le bénéfice, mais avant, ça va être l'investissement et il va y avoir aussi l'impôt. Voilà, donc on prélève juste avant que ce partage soit fait. Tant qu'il y aura des prix de vente et des échanges monétaires, la valeur ajoutée existera, puisqu'on parle souvent de richesse, mais c'est ça. Il y avait celle-là. Les autres pourront répondre. Oui. Oui, je réinterviens parce que bon, je trouve qu'il y a des éléments du débat qui sont posés. Alors, je vais parler cash. Moi, ce qui me gêne très considérablement dans la proposition de Réseau Salariat, c'est que tout se passe comme si ce qui était en train de s'auto-instituer ne les intéressait pas. Voilà, je le dis exactement comme je le pense. Mon intervention, c'était pour dire que la question du financement, donc de la valeur ajoutée ou d'autres choses, était entièrement dépendante du type de modèle socio-économique qu'on veut pour une sécurité sociale alimentaire. Alors ça,
il faut reconnaître à nos amis de Réseau Salariat que oui, il y a un modèle socio-économique. Hein. C'est la généralisation du salariat, y compris dans l'agriculture, à travers des instances de régulation hyper complexes. Enfin, moi, je suis économiste. Hein. J'aimerais voir fonctionner tout ça. Bon, voilà. Donc, ils répondent bien à la question. Hein. C'est le modèle socio-économique qu'ils veulent. Hein. Jusqu'où va-t-il être désirable? Ça, c'est la question à laquelle la société va répondre. Mais en tout cas, pour la question qui nous concerne, ça tient extrêmement peu compte de ce qui est en cours d'institutionnalisation. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on est en train d'essayer de faire avec les caisses alimentaires, en passant par des comités citoyens sur des contributions volontaires pour conventionner, modifier les marchés, etc., c'est comme si ça n'existait pas. Hein, c'est comme si on fabrique, excusez-moi, je vais employer un gros mot, qui pour certains ne l'est pas du tout d'ailleurs, hein, un plan général d'enrégimentement du salariat, hein, dans lequel on glisse presque anecdotiquement la question alimentaire, parce qu'on voit bien que ce type de modèle ne concerne pas que les aliments, il est bien plus général. Voilà, c'est ça qui me gêne. Donc moi j'aimerais que... c'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur... ce qui est important dans les caisses alimentaires, c'est que c'est un modèle nouveau, original, hein, et qui est en cours d'auto-institutionnalisation. Et c'est aussi pour ça que je disais que tout plan fabriqué par des législateurs, etc., qui ne partirait pas de ça, est un danger mortel pour l'auto-institutionnalisation de la sécurité sociale alimentaire. Alors, dernier mot, on joue beaucoup avec le déjà là, hein, parce que le déjà là, dans ce qui est présenté, il n'y est pas du tout. Il n'y est pas du tout. C'est un construit social, y compris dans lequel on va changer la monnaie elle-même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la changer, mais je ne sais pas si vous imaginez qu'est-ce que ça représente comme tension sociale et comme mutation violente, hein, de changer la monnaie, qui est le rapport social fondamental. Bon, voilà. Alors, dans les monnaies locales, on montre que c'est possible localement. C'est pas de ça qu'il s'agit, hein. C'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je suis vraiment perplexe et inquiet, parce que je pense que le modèle de la sécurité, des caisses de sécurité sociale alimentaire, est ce qui s'est fait de plus novateur, de plus riche et de plus porteur depuis 30 ans. La surimposition de constructions du type de celles qui sont proposées est une menace. Et enfin, pour ma part, j'ai grand espoir sur le modèle des caisses et faites-moi confiance, on va continuer à y travailler. Voilà, je vous remercie. Bah, ouais. Alors moi, ce qui me fait vraiment mal quand même au niveau de l'histoire sociale et l'histoire des conquis ouvriers, c'est que là, on zappe complètement que de la fin du début 20e jusqu'à 46, il y a eu des centaines et des centaines de caisses de sécurité sociale de la santé qui ont existé. Bah, non, mais pas basé sur la génération du agricole. Je vais y arriver. Ensuite, du coup, le régime général est venu effectivement unifier tout ça, et ça a permis d'unifier la classe ouvrière révolutionnaire, qui était devenue enfin une classe en soi. Et alors, du coup, par rapport à ce qu'on propose, nous, je vais revenir sur le concret, du coup, parce que je voulais effectivement vous exposer le modèle général, mais c'est totalement applicable sur les caisses, sur la proposition de sécurité sociale d'alimentation maintenant et aujourd'hui. Pourquoi? Si vous regardez la réalité de la production qui correspond au conventionnement qui est évoqué par le collectif, on est globalement sur de la production biologique. Et avec un peu de production de qualité, comme le label rouge, ça peut rentrer aussi pour certaines productions dans le cahier des charges. C'est quoi le volume actuellement dans l'économie de cette production? C'est 6% de la production totale de l'alimentation en France. En plus, une partie de cette alimentation sert à l'exportation.
Donc 6%, vous entendez, 6% des différentes propositions qui sont faites en termes de volume monétaire, qui est l'allocation individuelle, ça tourne entre 150 et 200 euros. Si on prend 6%, c'est 9 euros par personne. Et le reste, c'est quoi? C'est la production agro-industrielle. Donc, en fait, on nourrit le même modèle industriel qui est en cours et qui pollue la planète, que la même manière, effectivement, que tu as évoqué tout à l'heure, le médicament, effectivement, nous, on s'oppose à ça. On ne dit pas qu'on copie-colle le modèle qui est de 46, parce qu'il y a eu effectivement des erreurs. Et du coup, c'est ça qui est intelligent, c'est aussi de s'en nourrir et de prendre ce qui est resté de bon et de jeter ce qui est mauvais. Comme j'évoquais, effectivement, l'exemple du médicament, effectivement, on a complètement perdu la main dessus. Il existait une production publique, elle était vendue et privatisée, c'est devenu Sanofi. Donc, nous, bah oui, mais du coup, c'est des actes. Enfin, ouais, mais je vais finir. Donc, du coup, par rapport à ce que je disais, c'est que par rapport à si on part sur une cotisation de la sécurité sociale, en fait, sur des volumes comme ça, on est à 24% de la valeur ajoutée. 1,4%. Et nous, ce qu'on propose en termes de stratégie, c'est d'abord d'approvisionner toutes les cantines collectives, les cantines populaires, dans un premier temps, et ensuite, on monte en production pour qu'ensuite, du coup, ça s'étende. Et alors, par rapport à la monnaie, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il est tout à fait possible, au niveau de la distribution de la production qui est faite dans les caisses locales, qu'elle soit faite par une monnaie distributive, c'est tout simplement. Et je rappelle également que dans les expérimentations de caisses locales, vous voyez le nombre de personnes qui sont bénéficiaires par rapport à l'ensemble. C'est des centaines de personnes seulement. On va pas dire on va nourrir, je sais pas moi, juste 1000 personnes en France. Non. Ce qu'on recherche, c'est quand même que ça soit l'ensemble de toute la population. C'est pour ça que nous on s'appuie sur le modèle général. Il faut qu'il soit macro. Alors excusez-moi, je vais quand même, au nom de l'organisation, c'est au nom de l'organisation, je fais une intervention parce que ça fait deux fois, la salle Louise Michel, c'est pas fait pour être comme une table ronde de questions-réponses. C'est fait pour une participation large de tout le monde. Effectivement, c'est mieux quand c'est une femme, un homme, etc. C'est ce qu'on cherche. Hier, on a respecté, mais là, ce matin, tout à l'heure, ça n'a pas été respecté. Là, c'est pas respecté. Il faut vraiment que ça tourne. Voilà. Et puis, j'ai demandé la parole il y a 1 heure déjà. Il faut attention à l'horaire. Donc voilà, c'est une chose importante. On est là sur le financement de la. 30 minutes en retard. Oui, mais justement, je demande aux organisations, parce que là, il y en a 2 de la même organisation qui ont pris beaucoup de temps de parole. Vous pouvez aussi nous envoyer je vous annonce une décision qu'on est en train de prendre. Il va y avoir des actes. Envoyez-nous vos prises de position, parce que tout à l'heure il y avait aussi 2 personnes de la même organisation. C'est mieux que ça puisse tourner et que l'idée c'est que le dialogue, c'est la volonté soit populaire et puisse se développer. Donc c'est pas une table ronde ici. La salle on l'a mis en ovale exprès pour que la parole circule et que la table les intervenants qui lancent les choses, c'est lancer le débat et pas revenir à chaque fois en question-réponse. Sinon, c'est des conférences, quoi. Moi, Bernard Friot, c'est un ami, on le connaît. Donc, faisons tourner les choses et parlons bien du financement de la SSA, etc. Et j'aimerais bien prendre la parole après une femme. C'est toi. Ok. Bon, écoutez, merci déjà pour tout ce que vous avez amené. Moi, j'ai 2 petites remarques. Bon, la première, quand même, c'est une petite remarque, mais qui est quand même costaud. Un peu compliqué quand même d'entendre le département de la Gironde qui décide de mettre en place une étude économique sans prendre en compte les filières locales et en particulier celle du vin. D'ailleurs, qui a un problème de fond dans les caisses de sécu. Aujourd'hui, il y a quand même des visions du conventionnement hygiéniste assez puissantes et on est sur des caisses locales comme celle de Montpellier ou celle de Bordeaux où la filière agricole la plus importante est la viticulture. Donc, si les caisses cherchent pas à prendre en compte la transformation des filières locales, ça pose problème, quoi. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Et la deuxième chose, c'est que, alors peut-être que j'ai pas tout compris parce que c'est hyper technique, hein, vos interventions. C'est que pour moi, il y a quand même quelque chose qui est pas, que j'entends pas, que ce soit dans les histoires de coûts cachés ou dans votre proposition, c'est l'enjeu du travail reproductif. Qui est porté, parce que quand même se nourrir, c'est basé sur un tas d'actions et d'activités qui ne sont pas du tout du ressort du salariat ou du travail productif. Et comme par hasard, c'est essentiellement pris en charge par les femmes. Donc ma question, c'est aussi comment,
Alors, ça a été abordé un petit peu par toi dans ce que tu disais tout à l'heure. Ma question, c'est aussi comment, à travers cette idée de caisse alimentaire qui se reconnaîtrait dans l'économie des communs, ce travail reproductif est pris en compte, à la fois sur la façon dont on va réfléchir le coût, les cotisations, la valeur d'usage, etc. Et bien évidemment derrière, les questions essentielles qui vont être comment on se partage ces tâches, quoi. Est-ce qu'on continue à penser qu'une partie du travail doit être pris, par exemple, par la population immigrée qu'on retrouve beaucoup dans les exploitations agricoles? Est-ce que une partie des charges de la charge mentale de se nourrir continue à être pris en charge par les femmes, etc., etc. C'est-à-dire, c'est comment aussi on va jusque-là pour pouvoir regarder finalement comment ces caisses alimentaires prennent en compte les changements dont on a besoin. Voilà. Moi, juste rapidement, c'était une petite question de clarification sur ce que vous avez évoqué, réseau salariat, concernant le mode de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Juste peut-être pour refaire aussi un focus sur les expérimentations inspirées de la SSA et les contributions volontaires. Je pense que le fait de dire qu'une contribution volontaire, même symbolique, de 1 euro, c'est uniquement symbolique. Je pense qu'il y a aussi au-delà de la symbolique, c'est l'engagement des participants et participantes au projet global qui est intéressante. Et surtout, ça légitime aussi une prise de décision des citoyens pour eux-mêmes, le fait de contribuer aussi à ce projet-là, notamment via une contribution monétaire. Et du coup, j'ai du mal à comprendre sur le modèle que vous imaginez de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, puisque du coup, il n'y a plus de cotisation directement sur les travailleurs et les travailleuses. Comment ils continuent d'avoir une légitimité dans la prise de décision de l'utilisation de cette cotisation? Je ne sais pas si c'est très clair, mais du coup, pour moi, et c'est aussi pour ça que les syndicats, de point de vue que j'en ai, sont aussi un peu critiques de cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation, parce que ça enlève une partie de la décision des travailleurs, puisque ça serait l'ensemble des mangeurs et mangeuses qui cotisent et plus uniquement les travailleurs. Et du coup, comment on fait pour que cette cotisation sociale sur la valeur ajoutée, elle n'enlève pas la légitimité des travailleurs à prendre les décisions? Je ne sais pas si c'était très clair, mais... Oui. Merci. SOMAC, toujours de la SSA Alsace. 3 points assez rapides. Le premier, c'est, on reste là, par exemple, sur le chiffre de 7 milliards par mois de ce que représenterait cette allocation. Juste, je refais un zoom. On dit qu'on est 66 millions d'habitantes en France et à manger. 150 € par mois, par an, ça fait 120 milliards d'euros. 120 milliards d'euros, c'est pas ce qu'on demande. C'est ce qu'on pèse. Donc ça, déjà, ça place le rapport de force au bon endroit. Et de dire que ce que nous organisons à partir de ces 120 milliards d'euros, c'est les conditions de notre subsistance et de notre autonomie, parce que nous revendiquons de pouvoir prendre des décisions qui soient adultes, en fait, pour nous-mêmes et par nous-mêmes. La deuxième des choses, juste Lou, très rapidement, autour des coûts évités, etc., autour de la comptabilité écologique, nous, on va plutôt travailler sur les enjeux de coûts de préservation, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que c'est avec beaucoup de constance qu'on a construit la maladie, et ces 19 milliards d'euros, c'est pas demain qu'on va pouvoir les éviter. C'est-à-dire qu'on va continuer à les payer longtemps. La pollution de l'eau, la baisse, l'érosion des sols, la baisse de la biodiversité, etc. Sans vous parler des coûts sociaux, des maladies, des troubles psychosociaux, etc. J'en arrête là sur cette question-là. Et puis le troisième point qui pour moi me semble hyper important et qui rejoint en fait ce qui était dit dans la table ronde de tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je vous parle de 120 milliards d'euros, c'est ce qu'on pèse? Pourquoi est-ce que je vous parle d'autonomie et des conditions de notre subsistance? Au-delà de la question des périodes troubles qui sont au-devant de nous, c'est parce que notre proposition, elle doit se revendiquer comme étant non belligérante et non violente. Nous voulons autre chose que ce qu'ils sont en train de nous organiser, qui sont pas à pas en fait, parce que ce dont on parlait, vous savez, la conférence introductrice là de ce matin, de la polycrise. Il faut quand même comprendre que les crises, elles sont endogènes au système. Elles ne viennent pas de l'extérieur. Oh mon Dieu, le changement climatique. Oh mon Dieu, l'appauvrissement et la précarisation. Je dirais, elles sont intrinsèques, inhérentes même. Elles sont structurelles. Et nous, ce qu'on propose, c'est que face à la violence structurelle qui nous impose, en fait, nous leur interposons une proposition qui est non belligérante et non violente. Nous parlons de financement des caisses et de la sécurité sociale de l'alimentation.
La plupart des caisses actuelles et des expérimentations sont des expérimentations. Une expérimentation n'a pas forcément vocation à durer ou pas. Il y en a qui expérimentent, qui s'arrêtent, qui recommencent autre chose, ou il y en a qui continuent, chacun sa vie. Ce que je remarque, c'est que dans l'état actuel des choses, et dans la réalité aujourd'hui, c'est qu'aucune des caisses ne peut vivre sans l'aide soit d'une fondation, soit d'une collectivité territoriale, soit carrément à Montpellier de la Banque des Territoires. Là, c'est l'État. 300 000 €, c'est pas rien. À partir du moment où la Banque des Territoires donne 300 000 € à Montpellier, pourquoi ne donnerait pas 300 000 € aux 40 autres expérimentations et aux 150 autres qui sont en train de se créer à droite à gauche sur le territoire? Donc là se pose le problème, y compris la problématique, peut-on faire la SSA sans l'État, ou voilà. Donc cette question se pose. C'est pourquoi je participe avec d'autres. Et tout le monde ici va un jour ou l'autre être auditionné, je ne sais pas comment, mais ça va se faire. On prépare une loi pour créer justement la 7e branche de la sécurité sociale, justement pour pouvoir pérenniser les financements et pouvoir discuter, porter au moins dans la population ce débat. Comment on l'organise, comment on la finance, et que ça, tout ce qu'on a depuis 2 jours, tous les débats qu'on a depuis 2 jours, parce qu'il faut que ce soit au niveau populaire. Et à partir du moment où une proposition de loi est posée sur le bureau de l'Assemblée nationale, on peut s'en servir pour mettre en débat partout. Et élargir encore le débat par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui et au fait qu'on soit en direct sur YouTube. L'idée, c'est de la rendre incontournable avec la population. Effectivement, je comprends les angoisses de monsieur, du camarade qui commençait les débats tout à l'heure, mais oui, on est obligé un jour ou l'autre de passer par une loi. Après, effectivement, si elle ne prend pas en compte la réalité du terrain, effectivement, on va rater la loi. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on la fasse tous ensemble, cette loi. Et donc, j'en profite pour dire que sur les financements, on peut débattre sur la valeur ajoutée, sur la cotisation. Moi, pour l'instant, la proposition qu'on a commencé à écrire, le texte Martyr, on met une cotisation de 15% sur le patronat, et à partir de là, on discute le rapport de force avec eux. Ça, c'est juste une provocation, mais on l'a écrit. C'est écrit dans notre texte de loi de Martyr, je sais qui circule, mais bon, voilà. Et après de là, comment on fait? Parce qu'on est dans le réel aujourd'hui. Il y a l'idéal dont vous parlez tout à l'heure, et il y a ce qu'on construit aujourd'hui. Et je pense que dans ce texte de proposition de loi qu'on va construire tous ensemble et déposer, et on va le débattre, et vous allez le débattre le 3 octobre, parce que je fais le teasing pour le 3 octobre, on revient ici avec les différents partis politiques qui ont différentes propositions de loi sur la SSA, les écolos avec l'expérimentation, l'AFI et d'autres, parce qu'ils sont tous ensemble sur la création de la loi, et on va mettre ça en débat. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, sur le financement, comment en réseau, on obtient tous les mêmes financements. Carasso finance ici, la Fondation, la Banque des Territoires par ailleurs. Donc comment ensemble, on fait aussi ce qu'a dit Somac tout à l'heure, on a ce pouvoir, et comment on récupère cet argent tous ensemble sur tout le territoire national. Merci. Je vais essayer de répondre aux plusieurs questions qui ont été posées. Déjà sur celle sur la Gironde au niveau de la viticulture, en fait c'est vraiment un choix qui a été fait au sein des caisses locales de ne pas intégrer des boissons alcoolisées, et qui la plupart des caisses SSA ont ce même fonctionnement. Parce que aussi il y a des problématiques de santé qui reviennent avec l'alcool, et il faut savoir que dans le parcours d'engagement de ces caisses, il y a beaucoup qui est fait sur la santé et l'impact de notre alimentation sur la santé, et c'est pour ça que des décisions ont été prises de ne pas conventionner l'alcool, mais évidemment que en Gironde la viticulture, pardon ? Oui, bien sûr. Oui, mais évidemment, c'est une filière qui est hyper importante et à pas la laisser tomber, surtout parce que elle est responsable de pourquoi la Gironde est le premier département, ou le deuxième selon les années, qui dépense le plus de pesticides. En fait, c'est la viticulture. Donc, en termes de conversion, c'est un vrai enjeu. Complètement, je vous rejoins. Après, pour ce qui est des coûts de préservation, effectivement, on parle du long terme. Je suis bien d'accord que si on faisait une SSA à l'échelle nationale aujourd'hui, on n'enlève pas 19 milliards d'un coup, mais je pense que c'est un argument qui est très intéressant et qui doit être porté parce qu'il parle à beaucoup de gens, même si ce 19 milliards, évidemment, est pas un chiffre très précis. Et un peu sur les discussions générales qu'on vient d'avoir, moi, ce qui me revient, c'est en fait qui doit décider de ce modèle de financement, quel qu'il soit. Et c'est pour ça que la demande du département de Gironde était de partir des ex-PSSA, parce que ce qui me paraît intéressant dans les ex-PSSA, c'est effectivement l'éducation populaire on décide ensemble, tous ensemble, de qu'est-ce qu'on veut comme modèle.
Et la cotisation, évidemment, toutes les XPSSA, c'est aussi leur force. Elles varient dans leur système de cotisation, dans leur système de financement, parce que c'est des décisions qui ont été prises au niveau local, ensemble et débattues de manière démocratique. Et ça me paraît extrêmement important. Et c'est pour ça que si on a des idées un peu plus macro et de nationaliser, il faut que ça parte d'une réalité qui a été décidée ensemble et qui vient pas d'en haut, quelle qu'elle soit, en fait, de quelque idéologie qu'elle soit. Et ça me paraît primordial. Et comme on dit, il y a des hiérarchies qui se reproduisent et qui doivent être travaillées même au sein des comités locaux des caisses. Donc vous imaginez au niveau national qui aura le dernier mot. Et je finirai juste sur pérenniser les financements des XP, parce qu'effectivement, quasiment des XP SSA ne s'autofinance. Alors il y a deux choses. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que l'expérimentation de la Gironde, de la SSA, elle devait durer qu'1 an. Comme beaucoup, c'est des temps très courts. Et là, on est dans une phase où on est au-delà des 1 an. Et il y a eu une baisse considérable des financements de la ville de Bordeaux et du département de la Gironde. Mais par contre, il y a une volonté citoyenne de continuer ce projet avec des personnes très engagées. Et donc, ils ont décidé collectivement de baisser le niveau de cotisation parce qu'ils ont moins de sous, mais de continuer à cotiser à une plus haute valeur. Et donc, je pense que ça parle du fait que c'est peut-être possible et que mais aussi, comme on a dit, c'est que 100 personnes, 300 personnes, 400 personnes, donc évidemment, elles ne peuvent pas se soutenir elles-mêmes parce que c'était des tout petits échantillons et là, ils sont en train d'ouvrir massivement à d'autres personnes. Donc, quand on monte d'échelle, peut-être qu'on pourra s'autofinancer un peu plus, même si c'est une question qui revient encore. Merci. Merci beaucoup. Du coup, il nous reste... Bon, on a déjà dépassé de 20 minutes la limite, mais vu qu'on a commencé 30 minutes en retard, ça va. Du coup, on va prendre une dernière salve de questions. Je vais demander aux personnes qui posent des questions d'être extrêmement brèves, d'essayer de résumer leurs pensées, en particulier les mecs. Et ensuite, je vais laisser les mots de la fin pour les personnes de la table ronde. Ok, une là, ici. Ok, bon, on va faire 4. Vous êtes juste 4, mais vous avez intérêt à parler de façon très brève. Très très court pour dire que je suis d'accord avec vous, monsieur l'économiste, je ne sais plus comment vous vous appelez, Benjamin, sur le fait que faire une proposition de loi maintenant, c'est un peu suicidaire. Il n'y a qu'à voir le contenu de celle de février, c'était une catastrophe, quoi. C'était donner la main à l'État pour choisir quelle caisse il finançait, et les caisses locales n'étaient pas du tout consultées. Donc voilà, faire une loi maintenant, c'est hyper dangereux. Quand on voit les partis politiques, la demande qu'ils te font, Lou, au département, d'inclure des impôts dans le financement, bon, pas une raison folle de leur faire confiance aveugle, quoi. Donc voilà, prudence sur la loi. Et sur des départements où il n'y a pas de caisse, qu'est-ce qui se passe s'il y a une loi dans un département où il n'y a pas de caisse? Enfin voilà, je pense que c'est entre les premières caisses d'assurance santé fin 19e et la loi il y a 60 ans. Là, ça fait même pas 5 ans. Doucement, quoi. Juste une micro-intervention sur les chiffres. Effectivement, 150 € par personne. Si on passe au niveau national, ça fait 120 milliards. On a évoqué tout à l'heure la CVAE, c'est à peu près 4 milliards d'euros. Donc on est très très loin du compte. Et du coup, il y a deux grandes pistes. Une redistribution des ménages vers les entreprises. Mais là, on peut craindre une levée de bouclier parce que ça aura des répercussions sur les coûts de production, peut-être sur la capacité d'investir, sur l'emploi. Peut-être sur l'inflation, et du coup, il y a peut-être une deuxième option, une redistribution des ménages vers les ménages. Et quand on regarde, quand on fait un calcul de coin de table, à partir des données de l'INSEE sur l'enquête des revenus fiscaux et sociaux, on s'aperçoit que si on redistribue les 120 milliards, il y a grosso modo les 2/3 des ménages qui sont gagnants, c'est-à-dire qui voient leurs revenus disponibles augmenter. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des 1/3 des perdants? Et là, il peut y avoir une piste pour neutraliser justement les pertes. Ça peut être une taxe de type Zuckman, ou alors ça peut être une réorientation des aides publiques aux entreprises dont beaucoup n'ont pas prouvé leur efficacité. Voilà. Oui, j'avais plusieurs questions, mais la première, c'est quand on parle de cotisation sur salaire. Moi, je dis oui, c'est une des solutions, mais il faut voir quelle est l'acceptabilité de ces contributeurs quand on prélève sur leur salaire. Et après, on ne peut pas faire abstraction d'une réflexion sur ce qui se passe entre le super brut, le brut et le net. Parce que là aussi, il faut faire attention quand on parle de cotisation sur les salaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comment on peut se garantir notre indépendance et notre apport
spécifique au plus proche de l'habitant. Parce que là aussi, l'habitant, il habite dans une commune, mais c'est pas forcément là où il produit ses richesses. Et très souvent, aujourd'hui, on le sait bien, les salariés font entre 40 et 100 km pour aller travailler, aller-retour chaque jour. Et je crois que ça, c'est un problème. Je prends l'exemple, la région Grand Est, c'est la région la plus ruralisée de France. C'est celle qui a le plus de communes au kilomètre carré. Et dans le même temps, elle a de grands pôles de développement. Et je vais vous dire une chose, 60% des contrats à durée indéterminée créés dans les 10 dernières années sur la région Grand Est, ont été créés dans l'Eurométropole de Strasbourg. Ça veut dire quand même qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Et donc, quand on veut assurer notre sécurité sociale alimentaire telle que vous voulez la développer, ça pose un vrai sujet de quelle va être la possibilité d'assurer ça au plus proche des habitants. Et là, quand je dis la seule solution, c'est sur l'intercommunalité ou pour développer ça. Donc, ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir aussi dans la façon comment on peut agir pour arriver à être le plus proche des habitants. Quand asseoir une cotisation uniquement sur les salaires, c'est pas possible. Il faut qu'il y a sur les richesses produites. Après, j'ai pas de recette parce que j'ai pas encore vraiment approfondi le sujet, mais on peut pas se limiter uniquement par une cotisation sur salaire parce que sinon, c'est voué à l'échec. Et moi, c'était juste j'ai découvert la SSA plutôt sur une approche bénéfice pour les agriculteurs et agricultrices. Et je trouve que c'est une question qui est extrêmement peu abordée ici et ça m'inquiète un peu d'ailleurs. Et il y a un fait que, je pense que beaucoup d'agriculteurs et agricultrices qui pourraient répondre à des questions conventionnées, au conventionnement demandé, plus ou moins leur salaire, c'est les aides de la PAC. Du coup, je veux dire, il y a aussi une réallocation de certaines ressources, de certaines subventions qui existent déjà qui pourraient être redistribuées. Et ce serait beaucoup plus gratifiant pour des agriculteurs de recevoir une valeur sur leur travail, plutôt que de dire votre travail il vaut rien puisque s'il n'y a pas de subvention, vous n'avez pas de rémunération. Et je dis, ce serait aussi beaucoup un énorme bénéfice pour l'attrait du milieu agricole et la valorisation du travail des agriculteurs et agricultrices. Ouais, que ce soit, là, ça se rapproche presque à déjà du salariat de l'État, ils sont payés par des subventions. C'est des très gros résumés, mais je pense qu'il y a une approche là-dessus qui n'a pas été abordée ici et qui a une piste de réflexion intéressante. On va juste faire du coup une courte intervention, un peu, vous choisissez à quoi vous voulez répondre pour les intervenants de la table ronde, et on va libérer la salle après. Du coup, je vais commencer. Ah, vas-y. Ouais, je vais être bref, mais déjà sur le consentement pour la cotisation salariale, effectivement, nous, dans nos modèles de financement, en fait, évidemment, plus il y a de gens qui cotisent, plus l'assiette de cotisation est large, donc moins les gens cotisent. Donc, une cotisation salariale, nous, on avait calculé que si l'allocation est de 150 € pour une personne au SMIC, c'est 99 € de cotisation, alors que si on est sur une cotisation salariale et patronale, pour 150 € d'allocation, c'est 66 €. Donc déjà, c'est des différences considérables. Et quand on parle de consentement, je pense que effectivement, c'est des questions qui se posent, quoi. Et plus il y a de gens qui cotisent, moins en proportion les gens ont à cotiser et c'est plus facile de donner 66 € que 99 €. Donc bon, ça c'est une petite réflexion. Quand on parle de la réallocation de la PAC. Dans notre travail, on le fait dans tous les différents types d'impôts ou de niches fiscales, etc., qu'on va chercher. On regarde aussi les réallocations qui pourraient être possibles et la PAC est mentionnée, donc je vous invite à lire le rapport. Je voulais juste revenir sur la question du genre qui me paraît aussi primordiale et dans les expérimentations SSA, c'est aussi un problème parce que, en fait, quand on conventionne, toutes les fermes ne sont pas facilement accessibles et sont souvent les unes des autres, loin les unes des autres, et qui font les courses, c'est les femmes. Donc, en fait, si c'est rajouter du travail aux femmes, bon, est-ce que c'est une avancée positive? Je ne pense pas. Et donc voilà, et ça c'est un travail à mener qui doit pas être mené sur le côté, mais qui doit être vraiment un fil de réflexion. Et je finirai juste sur ces notions de salaire à vie, de conventionnement des productrices, qui effectivement fait bondir beaucoup d'agriculteurs, d'agricultrices de parler de salaire à vie et de conventionnement, parce qu'il y a une volonté d'indépendance de l'État très forte chez les agriculteurs et
agricultrices pour avoir beaucoup parlé avec eux, mais ça rejoint le point de la PAC. En fait, en même temps, ils fonctionnent qu'avec des subventions de l'État. La plupart des agriculteurs et agricultrices qui sont au RSA. Et donc, du coup, voilà, c'est une indépendance relative. Donc, voilà, c'est vraiment des pistes de réflexion. Moi, je suis figée sur rien. Je pense que c'est juste des actes de réflexion qu'on doit continuer à se poser. Merci pour tous ces échanges. Merci. Je vais réintervenir sur la question de la loi sous deux angles. Premier angle, pourquoi je pense qu'un projet de loi aujourd'hui, c'est tout à fait contre-productif. Parce qu'il n'y a que deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'on fait un projet de loi idéal, du type de la construction de réseaux salariat, mais il y en a plein d'autres de ce type, et ça n'a strictement aucune chance de passer. Ou bien on cherche un truc plus ou moins réaliste, et donc ça, c'est la catastrophe. Parce que ça sera la reprise en main par l'État dans une situation de rapport de force très faible et la destruction de tout ce qu'on a déjà contribué à construire. Donc je veux dire, c'est pas le moment. Je rappelle simplement que on dit souvent ah oui en 1946 les caisses ouvrières machin et tout. Oui bien sûr, mais les premières mutualités en ce qui concerne la protection contre la maladie. Vous savez de quand ça date? Ça date des canuts. Ça date des canuts. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs siècles avant 1946. Et c'est pour ça qu'il y a eu un rapport de force de constitué. Bien. Et c'est à partir du moment où il y a eu une organisation, une auto-institutionnalisation de la société autour de la question de la maladie que le rapport de force a pu être conduit jusque contre l'État et qu'on a pu obtenir l'assurance maladie. Donc aujourd'hui, c'est totalement contre-productif. Je maintiens. Bien. Deuxièmement, faut-il laisser les choses en l'état? Évidemment, non. Il faut partir des caisses comme elles existent et il faut leur permettre de se développer. Donc, il y a la question de financement complémentaire. Il faut continuer, bien sûr, avec les contributions volontaires, bien entendu, mais il faut trouver des financements complémentaires. Alors, moi, ma proposition serait, s'il y a une loi à faire, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait éventuellement par la loi obligation pour les différentes instances, conseils régionaux, municipalités, etc., de dédier une partie de leur budget à alimenter les caisses alimentaires et à contribuer à leur financement, en tenant compte de plusieurs éléments. Et là, je pense que c'est très important. Les coûts cachés et les coûts évités. Comment dire? Plus on développe les caisses alimentaires sur la base égalitaire qui est la leur, moins l'aide alimentaire qui est extrêmement coûteuse en termes de recettes pour l'État et qui vient gaver les supermarchés, comme l'assurance maladie vient gaver l'industrie pharmaceutique. Là, il y a des coûts éliminés. Après, il y a des tas de coûts sociaux qui sont éliminés, de coûts environnementaux. Donc, qu'il y ait une loi qui oblige les municipalités, les collectivités locales à faire ce calcul de qu'est-ce qu'ils économiseraient avec une alimentation saine et de dédier ces sommes localement. Ça peut concerner l'État central lui-même. Donc moi, je pense que le rapport de force qu'on peut créer, c'est celui-là. Parce que là, il y aura beaucoup de monde pour obtenir que les caisses puissent se développer et couvrir un monde plus large. Ensuite, il sera temps, sur la base d'une proposition avancée, de faire une proposition de loi. Parce qu'il y a un moment où il faudra légiférer. Mais pour le moment, on n'y est pas. Et le moment, c'est renforcer les caisses comme elles existent et leur permettre de se développer. Voilà. Du coup, les camarades de Réseau Salariat auront le dernier mot. Essayez d'être bref. Vous êtes deux à parler, donc. Alors, je trouve il y a une contradiction par rapport à ça, parce que du coup, quand tu évoques les conseils régionaux, etc., et donc du coup, c'est imposé au niveau politique un rapport de force pour qu'ils puissent faire les choses. Beaucoup plus faible que celui non, alors, nous, oui, donc justement, pour aller au but, et pourquoi du coup, au niveau stratégique, on propose de d'abord approvisionner les cantines scolaires,
et quand on dit pas seulement scolaires, mais toutes les cantines, même les cantines populaires. D'abord, pour répondre à la question de Dominique, c'est qu'effectivement, ça sera un lieu d'éducation populaire. Ça sera un lieu où on va réapprendre à manger et à faire à manger. C'est un lieu où effectivement, on va pouvoir dire, écoute, moi ce soir, c'est pas moi qui fais à manger. Si tu veux manger, tu vas à la cantine populaire. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on y va ensemble. Et ce qui est encore mieux, c'est que tu apprennes à faire à manger et que du coup, toi, tu pourras faire à manger la prochaine fois. Un autre élément aussi, c'est que du coup, on est sur des taux qui sont de 1,4%. C'est largement en dessous de l'inflation. La cantine, c'est un sujet qui, au niveau politique, rassemble beaucoup plus que les sujets clivants. Notamment quand vous voyez sur le collectif qui rassemble toutes les régies municipales en alimentation, donc notamment Monsanto, la plus connue. En fait, dedans, il y a autant des politiques de droite que de gauche. Donc c'est quelque chose qui peut rassembler et qui est tout à fait acceptable en termes de cotisation. Et je vous dis, après, alors par rapport aussi au salaire, bon, on va dire paysan, mais c'est pas seulement pour les agriculteurs, c'est pour l'ensemble de la filière. On leur propose un salaire payé avant le début du mois. Ça veut dire qu'en fait, la seule chose qu'on leur demande, c'est de produire. C'est tout. Ils ont le salaire, ils auront la retraite, ils auront les outils de production, ils auront le foncier. La seule chose qu'ils n'ont plus, c'est la propriété lucrative du moyen. Et en plus, ils n'ont même pas besoin de faire preuve de leur force au niveau capitalistique sur le marché, puisqu'ils sont déjà payés. Donc, ils sont à l'abri des problèmes climatiques. Ils sont à l'abri de tous ces éléments-là qui vont jouer sur leur revenu. En fait, on se rapproche de ce qui est connu au niveau de la conserverie, où en fait, eux, ils sont sur des principes de contrat de production, c'est-à-dire qu'il y a l'acheteur qui dit bon, moi je t'assure telle somme pour telle production. Et ben, si effectivement il y a un problème climatique et quoi que ce soit qui fait baisser la production, il sera quand même payé. Nous, ils seront payés en début et ils ont tout à fait la liberté de choisir ce qu'ils veulent produire parce ils pourront gérer dans les caisses et ils pourront gérer dans leur unité de production. Allez, en une minute. Là, on m'entend, oui. Pardon. Je vais prendre donc la parole une dernière fois et rapidement pour rappeler. Alors, écoutez-moi bien. La proposition de cotisation sur la valeur ajoutée n'est pas la CVAE. Hein? Non, mais je l'ai entendu plusieurs fois. Si vous voulez chercher la page Wikipédia sur Google, vous tapez cotisation sur la valeur ajoutée modulée et vous trouverez la page Wikipédia qui vous racontera donc l'histoire de cette proposition. J'ai entendu la question tout à l'heure qui disait comment faire démocratie sans l'État. Je voudrais rappeler juste à ce moment-là que quand on veut protéger un financement de l'État, ce qu'on essaye de dire en général, c'est qu'on veut le protéger de l'exécutif. Notre problème, c'est pas l'État, c'est l'exécutif. L'État, c'est un outil. Si vous voulez pouvoir prélever une cotisation quelle qu'elle soit ou un impôt, sans État, vous pouvez pas le faire. Donc bien sûr, à un moment, il y a des décisions démocratiques à faire, mais ce qu'on veut, c'est se protéger de l'exécutif. Je vais aller dans le même sens que Benjamin Correa. S'il y a une loi à faire dans un premier temps, ça serait sûrement une loi pour le financement. Financer la sécurité sociale, on l'a déjà fait, on l'a fait par la cotisation. Aujourd'hui, l'exécutif a pris la main dessus en finançant par l'impôt. Si on veut garder la main sur son financement, il faut le placer au plus haut du droit. De cette manière, si vous voulez être capable à un moment de décider de ce qu'on produit, peu importe comment vous organisez ça, par des mini-publics ou comme vous voulez, il faut qu'on ait la main sur ce financement. Pour avoir la main sur ce financement, il faut passer par la Constitution. C'est la seule chose à faire. Vous ne pouvez pas vous protéger de l'exécutif si vous ne constitutionnalisez pas un droit. C'est comme ça qu'on a fait avec le droit à l'avortement. Il était dans la loi. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans la Constitution? Pour le protéger de l'exécutif. Exactement. Voilà. Donc, je vous invite à réfléchir à ça. Quel est le meilleur outil, l'outil le plus simple qui pourrait nous amener à financer et quelle serait la manière la plus simple de l'institutionnaliser, tant au niveau de l'assiette qu'au niveau du taux. Voilà. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc bon, vu le niveau de débat sur le sujet, on ne pouvait pas tout traiter en 1 heure, ni même en 1 heure et demie. On n'a même pas parlé des questions d'autres rapports de domination, comme les préférences culturelles dans l'alimentation. Donc je vous propose de continuer ces discussions dans le couloir et les séances reprennent en début d'après-midi. Au revoir.